La colère est une réaction naturelle, mais elle peut devenir un véritable poison pour notre esprit si nous la laissons nous dominer. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible de retrouver notre calme intérieur face aux provocations, aux injustices et aux imprévus de la vie. En apprenant à contrôler nos émotions, nous cessons de donner du pouvoir aux événements extérieurs et reprenons la maîtrise de notre paix intérieure. Ce n'est pas une question de réprimer nos sentiments, mais de les comprendre et de les transformer avec sagesse. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 règles essentielles du stoïcisme pour ne plus jamais se laisser emporter par la colère. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Règle 1. Comprendre la colère. La colère est comme un feu qui s'allume en nous, d'abord une petite étincelle, puis une flamme qui peut tout consumer. Elle naît souvent d'une frustration, d'une injustice ou d'une blessure, et si on la laisse grandir sans contrôle, elle brûle nos pensées et nos actions. Pourtant, ce feu peut aussi être utile. Il nous alerte quand quelque chose ne va pas. Le vrai défi, apprendre à l'utiliser sans se laisser dévorer par lui. Quand la colère monte, notre corps réagit avant même notre raison. Cœur qui s'emballe, muscles tendus, respiration courte. Ces signaux sont des avertissements ancestraux, conçus pour nous préparer au combat. Mais dans la vie moderne, ces réactions nous trahissent souvent. Reconnaître ces symptômes physiques est la première étape pour reprendre le contrôle. Comme un pompier qui sent la chaleur avant de voir les flammes. Derrière chaque colère se cache un besoin non satisfait ou une peur déguisée. Peut-être vous sentez-vous ignoré, impuissant ou trahi. Posez-vous cette question cruciale. Qu'est-ce que cette colère essaie vraiment de me dire? En identifiant la racine du problème, vous transformez une émotion aveugle en un signal utile, comme un voyant sur un tableau de bord. Les stoïciens comparaient la colère à un chien enchaîné qui mord son propre maître. Plus vous tirez sur la laisse en résistant, plus elle vous blesse. La solution? Lâcher prise mentalement. Cela ne signifie pas subir passivement, mais choisir de ne pas laisser cette émotion dicter vos actes. Imaginez votre colère comme une vague. Elle finira toujours par retomber si vous ne nagez pas contre elle. Une technique simple pour dompter la colère, la règle des 10 secondes. Avant de réagir, comptez lentement jusqu'à 10 en respirant profondément. Ce court délai permet à votre cortex préfrontal, le siège de la raison, de reprendre le dessus sur votre amygdale, centre des émotions brutes. C'est comme appuyer sur le bouton « pause » d'un film avant qu'il ne devienne incontrôlable. Épicure disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'idée qu'ils s'en font. » Votre collègue qui vous interrompt en réunion n'est pas en soi une cause de colère. C'est votre interprétation « il me manque de respect » qui l'allume. Essayez de voir la situation comme un observateur neutre. Et si son comportement venait de stress ou d'inattention plutôt que de malice? La colère non exprimée ne disparaît pas. Elle se transforme en amertume ou en ressentiment, comme un feu couvant sous la cendre. Mais l'exprimer violemment est tout aussi dangereux. La voie stoïque? Transformez cette énergie en action constructive. Au lieu de crier, écrivez une lettre que vous ne posterez pas. Plutôt que de frapper un mur, allez courir. Canalisez le feu en lumière. Pratiquez l'autodérision face à votre colère. Imaginez-vous en train de fulminer comme un personnage de dessin animé. Visage rouge, vapeur sortant des oreilles. Ce petit exercice réduit immédiatement la tension. Rappelez-vous, la plupart des choses qui nous mettent en rage aujourd'hui sembleront insignifiantes dans un an. Pourquoi alors leur donner tant de pouvoir maintenant? Créez un rituel d'apaisement personnalisé. Pour Marc Aurèle, c'était méditer au lever. Pour vous, ce pourrait être serrer un objet froid dans votre poche, répéter une phrase clé, ceci aussi passera, ou regarder le ciel quelques instants. Ces ancrages physiques aident à briser le cycle de la colère en reconnectant votre corps et votre esprit au moment présent. Souvenez-vous, la colère est une visiteuse, pas une habitante. Elle peut frapper à votre porte, mais vous décidez si vous l'invitez à rester. En comprenant ces mécanismes, en l'observant sans jugement, vous devenez l'architecte de vos émotions plutôt que leur prisonnier. Comme le disait Sénèque, la plus grande vengeance,
c'est de ne pas ressembler à celui qui vous a blessé. Votre calme sera toujours votre plus grande force. Règle 2. Leçon stoïcienne de maîtrise. Imaginez un arbre centenaire dans la tempête. Ses branches peuvent ployer, mais ses racines tiennent bon. Voilà l'image du sage stoïcien face aux épreuves. Marc Aurèle, empereur d'un vaste empire, et Épictète, ancien esclave, nous enseignent le même secret. Celui qui maîtrise ses réactions devient imperméable au chaos extérieur. Cette liberté intérieure est le pouvoir ultime. Prenez l'exemple d'une dispute. Quand quelqu'un vous provoque, votre première réaction vient souvent de l'émotion pure. Mais entre ce stimulus et votre réponse, il existe un espace infime. C'est là que réside votre pouvoir de choix. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » En d'autres termes, personne ne peut vous contrôler si vous gardez le contrôle de vos pensées. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous offre un exercice pratique. Demandez-vous toujours, est-ce que ce qui m'arrive dépend de moi ou non? Si ce n'est pas le cas, pourquoi s'en inquiéter? Cette simple question agit comme un filtre, éliminant 90% de nos stress inutiles. L'empereur philosophe gouvernait littéralement le monde connu, mais sa plus grande victoire fut de se gouverner lui-même. La colère est le parfait terrain d'entraînement. Quand vous sentez la frustration monter, essayez ceci. Comptez jusqu'à 10 avant de réagir. Pendant ces secondes, visualisez la situation comme si vous étiez un observateur neutre. Ce petit délai brise le cycle automatique de la réaction émotionnelle. Les stoïciens appelaient cela la discipline de l'assentiment, le pouvoir de dire oui ou non à nos propres impulsions. Les manipulateurs émotionnels perdent tout pouvoir face à cette maîtrise. Imaginez qu'on tente de vous provoquer et que vous restiez calme, presque amusé. Votre sérénité devient alors un bouclier invisible. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui vous a offensé. En refusant de jouer le jeu émotionnel, vous gagnez par forfait. Pratiquez quotidiennement avec les petites irritations. Un retard de transport, une remarque désobligeante, un plan qui échoue. Voyez ces moments comme des séances d'entraînement gratuites. Chaque fois que vous choisissez la maîtrise plutôt que la réaction, vous musclez votre esprit comme un athlète muscle son corps. Épictète, l'ancien esclave, en savait quelque chose. Sa liberté intérieure était plus solide que les chaînes qui avaient jadis lié son corps. Le soir, faites cet examen stoïcien. Où ai-je bien gardé mon calme aujourd'hui? Où ai-je échoué? Sans jugement, juste comme un scientifique observant des données. Cette pratique développe ce que les stoïciens appelaient l'œil intérieur, la capacité de se voir agir presque de l'extérieur. Plus vous serez conscient de vos mécanismes, plus ils seront à votre service plutôt que contre vous. Attention, maîtrise ne signifie pas répression. Les stoïciens ne prônent pas l'absence d'émotion, mais leur transformation en allié. Une colère peut devenir détermination, une peur peut se muer en prudence. C'est l'art alchimique du philosophe. Transmuter les émotions brutes en énergie constructive. Comme le feu, vos émotions peuvent tout consumeur ou tout éclairer. Tout dépend de comment vous les canalisez. En situation de crise, souvenez-vous de cette image. Vous êtes le rocher contre lequel viennent se briser les vagues. Les vagues, les événements extérieurs, sont puissantes, mais le rocher, votre esprit, reste immobile. Marc Aurèle gouvernait en temps de guerre et d'épidémie. Épictète supportait la pauvreté et l'exil. Pourtant, tous deux trouvaient en eux cette paix inaltérable que rien ne pouvait corrompre. Terminons par cette pensée pratique. Votre calme est votre super-pouvoir dans un monde chaotique. Plus vous le cultivez, plus vous devenez libre. Libre des manipulations, libre des peurs inutiles, libre de choisir vraiment qui vous voulez être à chaque instant. C'est cela, le cadeau ultime du stoïcisme. Non pas une vie sans épreuve, mais une âme que rien ni personne ne peut briser. Comme le disait Épictète, personne ne peut te blesser sans ton consentement. Et aujourd'hui, vous avez appris à ne plus jamais le donner. Règle 3. Acceptez l'injustice sans attente. La vie est souvent injuste. Des gens malhonnêtes réussissent,
des travailleurs acharnés sont ignorés, et parfois, le mérite semble ne compter pour rien. Le stoïcisme nous apprend une vérité difficile mais libératrice. Le monde ne nous doit rien. Attendre une récompense pour nos efforts, exiger de la gratitude ou espérer un traitement équitable, c'est se préparer à souffrir inutilement. Pensez à une fois où vous avez été traité injustement. Peut-être qu'un collègue a pris le crédit de votre travail, ou qu'un ami vous a laissé tomber sans raison. La colère qui en découle est naturelle, mais elle ne change rien. Les stoïques disent « Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais ton jugement sur lui ». L'injustice existe, mais ta réaction dépend de toi. Au lieu de gaspiller ton énergie à ruminer sur ce qui aurait dû être, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tes actions, tes valeurs, ta façon de répondre. Marc Aurèle écrivait « La justice de l'univers, elle est dans ton attitude. » Tu ne peux pas forcer les autres à être justes, mais tu peux choisir de rester intègre, quoi qu'il arrive. Certains diront « Si je n'attends rien, je deviens passif. » C'est faux. Agir sans attachement au résultat, c'est la vraie force. Combat pour ce qui est juste, mais sans exiger que le monde te récompense. Travaille dur, mais sans exiger la reconnaissance. Aime, mais sans exiger qu'on t'aime en retour. C'est ça, la liberté stoïque. Imagine un arbre qui donne des fruits sans attendre qu'on le remercie. Il suit sa nature, point final. Nous devrions en faire autant. Fais le bien parce que c'est ton devoir, pas pour obtenir quelque chose en échange. Quand tu libères ton esprit de ses attentes, tu deviens invincible. Personne ne peut te décevoir. Les attentes sont comme des chaînes invisibles. Plus tu crois que les autres doivent te traiter d'une certaine manière, plus tu leur donnes le pouvoir de te blesser. Un stoïque comprend que les gens agissent selon leurs propres faiblesses, leurs peurs, leurs limites. Leur comportement ne te définit pas. Alors, comment vivre cela au quotidien? Commence petit. Quand quelqu'un est ingrat, respire et dis-toi, c'est leur problème, pas le mien. Quand une situation est injuste, demande-toi, quelle leçon puis-je en tirer? Transforme chaque déception en opportunité de grandir. Bien sûr, ce n'est pas facile. Nous sommes programmés pour vouloir équité et reconnaissance. Mais chaque fois que tu ressens cette frustration, rappelle-toi, le bonheur ne vient pas du monde extérieur, mais de ton jardin intérieur. Cultive-le, et rien ne pourra t'en priver. Le stoïcisme ne te demande pas de tout accepter sans réagir. Il te demande de distinguer ce qui mérite ton combat de ce qui ne vaut pas ta paix intérieure. L'injustice existera toujours, mais ta sérénité, elle, ne dépend que de toi. En fin de compte, accepter l'injustice sans attente, c'est comme retirer un poids mort de tes épaules. Tu avances plus léger, plus résilient, et paradoxalement, plus capable de changer ce qui peut l'être. Le monde ne deviendra pas parfait, mais toi, tu peux devenir plus fort. Et ça, personne ne peut te le prendre. Règle 4. Indifférence au regard des autres. Nous vivons dans une société obsédée par l'image et le paraître, où chacun semble constamment évaluer les autres à travers le prisme de ses propres préjugés. Cette pression sociale invisible nous pousse à modifier nos comportements, nos choix et même nos valeurs profondes, simplement pour correspondre à des attentes extérieures. Le stoïcisme nous offre une échappatoire radicale à cette prison mentale. Cultiver une indifférence saine face au jugement d'autrui. Ce n'est pas de l'arrogance ou du mépris, mais simplement la reconnaissance d'une vérité essentielle. Ton opinion sur toi-même est la seule qui compte vraiment dans l'équation de ton bonheur. L'histoire regorge d'exemples de grands esprits qui ont été moqués, critiqués ou incompris avant que leur vision ne soit reconnue. Socrate buvant la ciguë pour avoir refusé de se conformer, Galilée persécuté pour avoir défendu des vérités scientifiques, ou encore des artistes comme Van Gogh qui n'ont jamais connu la reconnaissance de leur vivant. Leur point commun, une capacité à rester fidèles à leurs convictions malgré le rejet social. Ces figures historiques incarnent parfaitement l'idéal stoïcien. Agir selon ses principes plutôt que de courir après l'approbation éphémère du plus grand nombre. Dans notre quotidien, cette peur du regard des autres se manifeste de 1000 façons subtiles. Nous hésitons à prendre la parole en réunion par crainte de dire une bêtise,
nous achetons des vêtements qui ne nous plaisent pas vraiment mais qui sont tendance, ou nous restons dans des situations professionnelles ou amoureuses insatisfaisantes parce que, qu'en dira-t-on? Chacune de ces petites concessions semble anodine, mais cumulées, elles forment une vie qui n'est plus tout à fait la nôtre. Le philosophe Épictète, ancien esclave devenu maître stoïcien, résumait cela par une question simple. Pourquoi t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, alors que tu ne penses même pas à eux? La solution stoïcienne ne consiste pas à devenir asocial ou à mépriser les autres, mais à développer une forme de discernement salutaire. Il s'agit de distinguer les opinions constructives de celles qui ne méritent pas ton attention. Tes proches bienveillants, tes mentors, ceux qui te connaissent vraiment ont peut-être des retours utiles à t'apporter. En revanche, les critiques venant de personnes qui ne te comprennent pas, ou pire, qui projettent leurs propres insécurités sur toi, ne valent pas une seconde de ton temps. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses pensées, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Cette libération mentale passe par un travail quotidien de recentrage sur tes valeurs fondamentales. Qui veux-tu vraiment être? Quelles sont les causes qui te tiennent à cœur? Quels sacrifices es-tu prêt à faire pour rester fidèle à toi-même? Plus tes réponses à ces questions seront claires, moins les jugements extérieurs auront de prise sur toi. Un exercice puissant consiste à imaginer ta vie sur son lit de mort. Regretteras-tu davantage les moments où tu as cédé aux pressions sociales ou ceux où tu as eu le courage d'être authentique? La réponse est généralement sans appel. Les réseaux sociaux ont exacerbé ce besoin maladif de validation extérieure, transformant nos vies en spectacle permanent où chaque like devient une drogue et chaque absence de réaction un drame. Pourtant, les stoïciens de l'Antiquité avaient déjà identifié ce piège il y a 2000 ans. Sénèque mettait en garde contre la foule qui corrompt, soulignant combien il est facile de perdre son âme dans la quête de popularité. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons réapprendre à nous retirer régulièrement de cette agitation pour retrouver le silence et la clarté intérieure. Concrètement, comment développer cette indifférence salutaire aux regards extérieurs? Commence par observer tes propres réactions. Quand tu ressens de la gêne ou de la colère face à un jugement, demande-toi « En quoi cette opinion affecte-t-elle réellement ma vie ?» La plupart du temps, tu réaliseras que la blessure vient moins du commentaire lui-même que de l'importance que tu lui accordes. Petit à petit, tu peux t'entraîner à laisser glisser ces remarques comme l'eau sur les plumes d'un canard. Cette transformation intérieure produit des effets surprenants. Plus tu t'affranchis du besoin de plaire, plus tu attires naturellement les personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. Les relations deviennent plus authentiques, les projets plus alignés avec ta nature profonde. Même ton langage corporel change. Tu te tiens droit, tu regardes les gens dans les yeux, non par défi, mais parce que tu n'as plus rien à prouver. C'est cette aura de confiance tranquille qui, paradoxalement, finit par susciter le respect que tu cherchais peut-être désespérément auparavant. Bien sûr, il y aura toujours des moments de doute, des situations où la peur du rejet ressurgira. C'est normal et humain. L'important est de ne pas en faire une fatalité. Comme le disait le philosophe stoïcien Musonius Rufus, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Chaque fois que tu choisis l'authenticité malgré la peur, tu renforces ton muscle de la liberté intérieure. En définitive, l'indifférence stoïque aux regards extérieurs n'est pas un rejet du monde, mais une manière plus mature de s'y engager. C'est comprendre que ta valeur ne dépend ni du nombre de personnes qui t'approuvent, ni de leur statut social, mais de la cohérence entre tes actions et tes principes. Quand tu intègres cette vérité, tu deviens comme un rocher au milieu de l'océan. Les vagues des opinions contraires peuvent bien se briser sur toi, elles ne t'emporteront jamais. Et c'est dans cette stabilité inébranlable que réside la véritable liberté. Règle 5. Ralentir avant de réagir. La vie nous teste constamment. Un collègue lance une pique blessante, un inconnu nous coupe la route, un proche nous déçoit. Notre première impulsion est souvent de répliquer immédiatement, sur le même ton, avec la même énergie négative. Pourtant, c'est exactement à ce moment précis que nous avons le plus besoin de faire une pause. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie maîtrise de soi commence dans cet espace entre le stimulus et notre réponse.
cet infime moment où nous pouvons choisir notre chemin. Imagine ton esprit comme un lac en montagne. Quand on y jette une pierre, l'événement déclencheur, les vagues, tes émotions, se forment inévitablement. Mais si tu attends quelques instants, l'eau retrouve son calme et te permet de voir clairement le fond, la vérité de la situation. C'est cette pause délibérée qui distingue la réaction mature de l'impulsivité puérile. Marc Aurèle ne disait-il pas « Prends toujours le chemin le plus élevé ». Le plus court, c'est de céder à ses passions. Combien de conflits auraient pu être évités? Combien de paroles regrettables n'auraient jamais été prononcées si seulement nous avions pris ces précieuses secondes pour respirer profondément? La colère, la frustration ou la peur sont comme des vagues qui finissent toujours par retomber, à condition qu'on ne les alimente pas par des réactions précipitées. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la retenue volontaire. Avant de répondre à une provocation, ils s'imposaient un temps de réflexion, parfois même une nuit entière, pour s'assurer que leur réponse venait de la raison et non de l'émotion brute. Concrètement, comment cultiver cette discipline? Commence par installer des rituels de pause dans ton quotidien. Quand tu sens la moutarde te monter au nez, compte mentalement jusqu'à 10, non pas comme un enfant puni, mais comme un sage qui se donne le temps de considérer toutes les options. Si la situation le permet, éloigne-toi physiquement quelques instants. Une promenade rapide, quelques verres d'eau, ou simplement fermer les yeux et respirer profondément peuvent complètement transformer ta perspective. Cette pratique va bien au-delà de la simple gestion de la colère. Elle s'applique à toutes nos décisions importantes. Combien de choix professionnels, d'engagements relationnels ou de dépenses impulsives regrettons-nous simplement parce que nous n'avons pas pris le temps de la réflexion? Les stoïciens recommandaient de visualiser les conséquences à long terme de chaque action avant de s'engager. Ce qui semble urgent sur le moment se révèle souvent insignifiant avec un peu de recul. Bien sûr, cette maîtrise demande un entraînement constant. Notre cerveau est câblé pour des réactions rapides, héritage de nos ancêtres qui devaient fuir les prédateurs. Mais justement, la grandeur de l'être humain réside dans sa capacité à dépasser ses instincts. Chaque fois que tu réussis à remplacer une réaction impulsive par une réponse réfléchie, tu renforces ton muscle de la maîtrise de soi. Les bénéfices de cette approche sont immenses. Dans tes relations, tu deviendras cette personne rare qui s'est écoutée vraiment avant de répondre. Professionnellement, on te reconnaîtra pour ton jugement sûr et tes décisions pesées. Mais surtout, intérieurement, tu connaîtras une paix que peu expérimentent. Cette satisfaction profonde de ne plus être l'esclave de tes propres émotions. Au début, cette discipline paraît contraignante. Pourquoi se retenir quand l'autre l'a bien mérité? Mais très vite, tu réaliseras que ce contrôle n'est pas une restriction, c'est une libération. Tu n'es plus le pantin de tes hormones et de tes nerfs à vif. Tu deviens l'architecte conscient de tes réponses, et donc de ta vie. Comme le disait Épictète, personne ne peut te blesser sans ton consentement. En fin de compte, ralentir avant de réagir n'est pas signe de faiblesse, mais de force suprême. C'est l'art de transformer chaque provocation en opportunité de grandir, chaque conflit en leçon de sagesse. Le monde continuera à te lancer des défis, mais désormais, tu auras le pouvoir de choisir comment, et même si tu veux y répondre. Et ça, c'est la vraie liberté stoïque. Règle 6. Utilisez la colère comme énergie. La colère est comme un orage violent qui gronde en nous. Les éclairs de notre indignation illuminent soudain ce qui nous importe vraiment, tandis que le tonnerre de nos émotions révèle la force que nous possédons. Le stoïcisme ne nous demande pas d'éteindre cet orage, mais d'apprendre à en récolter la pluie pour fertiliser notre jardin intérieur. Ce qui semble n'être qu'une émotion destructrice contient en réalité une énergie vitale extraordinaire, prête à être transformée. Lorsque la colère nous traverse, notre corps tout entier se mobilise comme pour un combat. Le sang afflue, les sens s'aiguisent, l'esprit se concentre malgré lui sur l'objet de notre irritation. Les stoïciens voyaient dans cette réaction physiologique non pas un ennemi à combattre, mais une formidable réserve d'énergie mal dirigée. La question n'est pas comment calmer cette colère, mais comment l'utiliser pour servir mes valeurs. Marc Aurèle lui-même transformait ses frustrations en écrits philosophiques,
faisant de son journal intime le réceptacle de ses émotions brutes. Prenons un exemple concret. Tu découvres qu'un ami t'a menti. La première vague de colère te submerge. Serre les poings, la voix qui tremble, les pensées qui s'emballent. C'est à ce moment précis que se joue tout l'art stoïcien. Au lieu de laisser cette énergie se disperser en reproches ou en rancune, tu peux la canaliser vers une action noble. Écrire une lettre claire sur ce que représente pour toi la confiance. Entreprendre un projet que tu remettais toujours à plus tard, ou simplement utiliser cette intensité pour avoir une conversation honnête et constructive. La colère devient alors comme le vent dans les voiles d'un bateau. Mal contrôlé, il peut faire chavirer l'embarcation. Mais maîtrisé, il propulse le navire vers de nouveaux horizons. Ce qui fait la différence, c'est la conscience avec laquelle nous accueillons cette émotion. Les stoïciens recommandaient de se poser cette question cruciale. Qu'est-ce que cette colère m'apprend sur ce qui compte vraiment pour moi? Souvent, derrière l'irritation superficielle se cache un principe profondément important à nos yeux. Bien sûr, cette transformation demande de l'entraînement. Les premiers temps, nous échouerons souvent, cédant à l'impulsion immédiate. Mais chaque échec est une leçon, et chaque succès renforce notre capacité à devenir alchimiste de nos propres émotions. Imagine un forgeron apprenant à maîtriser le feu. Au début, il se brûle, puis peu à peu, il crée des œuvres magnifiques avec cette même flamme. Notre colère suit le même chemin initiatique. Cette approche change radicalement notre rapport au conflit. Une critique au travail ne devient plus une attaque personnelle, mais une opportunité d'améliorer nos compétences. Une injustice sociale ne se limite plus à une plainte stérile, mais se transforme en motivation pour s'engager. La colère, ainsi domestiquée, devient le combustible de notre évolution personnelle et collective. Elle cesse d'être une réaction primitive pour devenir un choix délibéré. Les plus grandes réalisations de l'humanité sont souvent nées d'une colère transformée. Les réformateurs sociaux, les artistes révolutionnaires, les scientifiques obstinés, tous ont su changer leur indignation en création. Comme le disait Sénèque, la colère est comme une chute de pierre. Elle brise tout sur son passage, mais peut aussi construire des ponts si on sait l'utiliser. Cette métaphore résume parfaitement la vision stoïcienne. En pratiquant régulièrement cette transmutation émotionnelle, nous développons une force intérieure remarquable. Les situations qui auraient provoqué des crises deviennent des occasions de progresser. Les personnes qui nous irritent se transforment en miroirs, nous révélant nos propres attentes. Peu à peu, nous ne subissons plus la colère. Nous dansons avec elle, guidant son énergie sauvage vers des formes plus nobles. Au final, la colère n'est ni un démon à exorciser ni une faiblesse à cacher. C'est un messager puissant qui frappe à la porte de notre conscience, nous signalant ce qui mérite notre attention et notre action. Le sage stoïcien ne fut pas cet avertissement. Il l'écoute, le décode et l'utilise pour bâtir une vie plus alignée avec ses principes. Voilà le véritable pouvoir, ne plus être l'esclave de ses émotions, mais en devenir le maître artisan. La colère bien dirigée devient le marteau qui forge le caractère. Lorsque nous sentons monter cette chaleur dans notre poitrine, c'est le moment de nous demander quelle action constructive cette énergie pourrait alimenter. Les grands réformateurs sociaux n'ont pas supprimé leur indignation face aux injustices, ils l'ont transformée en moteur du changement. De même, notre irritation quotidienne contient les germes d'une amélioration personnelle, si nous savons l'exploiter judicieusement. Le stoïcisme nous enseigne à devenir des jardiniers de nos émotions, cultivant les fleurs de nos valeurs dans le terreau fertile de nos passions. Quand la colère surgit, notre premier réflexe devrait être de la saluer comme un allié plutôt que de la repousser comme un ennemi. Imagine un athlète avant une compétition. Cette tension qu'il ressent n'est pas de la peur, mais de l'énergie en attente d'être libérée. De la même manière, notre colère est une concentration exceptionnelle de volonté qui ne demande qu'à être orientée. Les stoïciens recommandaient de visualiser cette émotion comme un cheval fougueux. Inutile de vouloir l'éliminer, mais essentiel d'apprendre à le monter avec maîtrise. L'histoire regorge d'exemples où la colère canalisée a produit des miracles. Martin Luther King transformait son indignation face au racisme en éloquence persuasive.
Marie Curie convertissait sa frustration face aux préjugés sexistes en découvertes scientifiques révolutionnaires. Ces géants ont compris ce que Sénèque enseignait. Une émotion n'est jamais mauvaise en soi, seul son usage peut l'être. Ils nous montrent la voie pour faire de nos irritations des tremplins plutôt que des obstacles. Dans les moments de tension, essayez ce simple exercice stoïcien. Lorsque vous sentez la colère monter, immobilisez-vous physiquement comme une statue pendant 30 secondes. Ce court instant de pause crée un espace où la raison peut reprendre ses droits. Observez alors où dans votre corps se loge cette émotion, quelle forme elle prend, quelle couleur elle aurait. Cette objectivation permet de devenir spectateur de sa propre colère avant d'en devenir l'acteur, choisissant délibérément comment l'exprimer de manière productive. La colère mal exprimée corrode, mais la colère transformée construit. Pensez à toutes ces énergies gaspillées en ruminations stériles, en disputes inutiles, en ressentiments toxiques. Maintenant imaginez si seulement 10% de cette puissance était redirigée vers l'écriture, le sport, la création artistique ou l'action sociale. Votre colère deviendrait alors comme la lave d'un volcan, destructrice à l'état brut, mais fertilisante une fois refroidie et maîtrisée. C'est cette alchimie émotionnelle que pratiquaient les stoïciens. Les relations conflictuelles offrent un terrain idéal pour exercer cette transformation. Lorsque quelqu'un vous provoque, au lieu de riposter immédiatement, essayez ceci. Notez mentalement 3 actions constructives que vous pourriez entreprendre avec cette énergie. Peut-être écrire un texte sur ce que ce conflit vous apprend, transformer cette tension en séance d'entraînement sportif, ou simplement utiliser cette irritation comme motivation pour améliorer un aspect de votre vie. Vous serez étonné de voir comment l'agressivité se mute en productivité. La nuit porte conseil, dit l'adage. Les stoïciens poussaient ce principe plus loin. Ils recommandaient de laisser mûrir sa colère comme un fruit jusqu'à ce qu'elle devienne assez douce pour être digérée. Avant de répondre à une provocation, dormez dessus. Vous découvrirez souvent au matin que l'intensité émotionnelle a considérablement diminué, laissant place à une clarté d'esprit propice aux solutions rationnelles. Ce simple délai transforme la réaction impulsive en réponse réfléchie. Notre société moderne, avec son rythme effréné et ses sollicitations constantes, nous conditionne à réagir instantanément. Mais la sagesse stoïcienne nous invite à cultiver l'art du temps long. Quand une situation vous met en colère, demandez-vous, dans 10 ans, cette affaire aura-t-elle encore de l'importance? Ce recul temporel agit comme un baume immédiat sur les irritations passagères, tout en révélant les véritables injustices qui méritent votre engagement durable. En pratiquant régulièrement cette transmutation de la colère, vous développerez une capacité extraordinaire, celle de rester calme en surface tout en mobilisant cette énergie en profondeur. Comme un cours d'eau dont la surface tranquille cache des courants puissants, vous apprendrez à manifester une sérénité apparente tout en canalisant cette force vers des projets significatifs. C'est cette maîtrise qui distinguait les grands stoïciens, non pas des êtres sans émotion, mais des alchimistes émotionnels hors pair. En fin de compte, la colère bien utilisée devient le combustible de notre évolution. Chaque irritation, chaque frustration, chaque indignation contient une leçon et une énergie potentielle. Le défi stoïcien consiste à extraire la sagesse tout en exploitant la puissance. Lorsque vous y parvenez, vous ne subissez plus les événements, vous les utilisez. Et c'est peut-être là la plus grande liberté qui soit. Transformer ce qui pourrait nous détruire en ce qui nous construit. Règle 7. Éliminez la rancune. Imaginez une blessure qui ne guérit pas parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de la toucher. La rancune fonctionne exactement de la même manière. C'est une plaie dans votre esprit que vous gardez ouverte volontairement. Les philosophes stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, seulement comment nous réagissons. Alors pourquoi laisser une vieille colère prendre autant de place dans votre tête? Cette émotion toxique ne fait du mal qu'à vous, pas à la personne qui vous a blessé. Le pardon n'est pas synonyme d'oubli ou de minimisation de ce qui s'est passé. C'est simplement un choix de ne pas laisser le passé dicter votre présent. Marc Aurèle écrivait qu'on a le contrôle sur son esprit, pas sur les événements extérieurs. En d'autres termes, vous pouvez choisir d'arrêter de souffrir. Garder rancune,
c'est comme tenir un charbon ardent en espérant brûler l'autre, alors que c'est vous qui vous brûlez. Beaucoup pensent à tort que pardonner est un signe de faiblesse. En réalité, c'est tout le contraire. Quand vous lâchez prise, vous reprenez le contrôle de votre vie émotionnelle. Les stoïciens considéraient la colère comme un échec de la raison. Elle brouille notre jugement et nous pousse à agir contre nos propres intérêts. Pardonner, c'est retrouver sa liberté intérieure. Demandez-vous, à quoi cela sert-il de ressasser constamment une injustice passée? Est-ce que cela change quelque chose à la situation? La réponse est non. Tout ce que vous obtenez, c'est une perte d'énergie et de paix intérieure. Le temps passé à entretenir de la haine est du temps en moins pour vivre pleinement. Sénèque disait que la vie est assez longue si on sait l'utiliser. Ne la gaspillez pas dans des ruminations stériles. Le pardon est un chemin, pas un bouton qu'on actionne. Pour les blessures profondes, cela peut prendre du temps, et c'est tout à fait normal. L'important est de commencer, même si c'est juste en réduisant peu à peu l'attention que vous portez à cette colère. Petit à petit, vous pouvez remplacer la haine par de l'indifférence, puis par une certaine forme de compréhension. Chaque petit pas compte. Mais que faire si la personne ne mérite pas votre pardon? En réalité, cela n'a pas d'importance. Pardonner est d'abord un cadeau que vous vous faites à vous-même. Tant que vous gardez rancune, vous donnez à cette personne un pouvoir sur vos pensées. En pardonnant, vous reprenez ce pouvoir. Il ne s'agit pas de faire plaisir à l'autre, mais de vous libérer vous-même. La véritable force consiste à ne plus être affecté. Observez comment fonctionne la nature. Après une tempête, les arbres endommagés ne cherchent pas à se venger. Ils se reconstruisent, parfois en devenant plus forts. Nous devrions nous en inspirer. Les épreuves nous transforment, mais c'est à nous de décider si elles nous détruisent ou nous rendent plus résistants. C'est l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme. Posez-vous cette question simple. Dans quelques années, cette histoire aura-t-elle encore de l'importance? Si la réponse est non, pourquoi lui accorder tant d'attention aujourd'hui? Chaque minute passée à cultiver de la haine est une minute en moins pour être heureux. Comme un navire qui largue ses amarres, vous pouvez avancer plus léger. Au final, pardonner est un acte d'amour envers soi-même. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous. La vie offre tellement de beauté et d'opportunités. Pourquoi la gâcher avec des blessures anciennes? Épictète enseignait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais notre manière de les interpréter. Vous avez le choix de cultiver la paix intérieure. Le stoïcisme ne prétend pas que la vie sera sans douleur, mais il nous offre une manière plus sage de la traverser. En abandonnant la rancune, vous gagnez en clarté mentale, en énergie et en liberté. Et cela, personne ne pourra jamais vous le prendre. Alors, quel poids allez-vous décider de poser aujourd'hui pour avancer plus léger? Règle 8. Pratiquez l'indifférence stratégique. Imaginez votre esprit comme une forteresse. Chaque jour, des dizaines de provocations, de critiques et de banalités tentent d'en franchir les murs. Le stoïcisme nous enseigne une arme puissante, l'indifférence stratégique. Ce n'est pas de la passivité, mais un choix délibéré de ne pas gaspiller son énergie sur ce qui ne le mérite pas. Comme un gardien sage, vous décidez ce qui entre et ce qui reste à la porte. Prenons un exemple concret. Quelqu'un vous lance une remarque désobligeante dans la rue. Vous avez deux options, réagir immédiatement, engager un conflit épuisant ou pratiquer l'indifférence stratégique. La première option vous draine, la seconde vous protège. Marc Aurèle comparait notre attention à une flamme. Si vous la dispersez sur tout, elle s'éteint. Si vous la concentrez sur l'essentiel, elle éclaire votre chemin. Notre société moderne nous pousse à réagir à tout, immédiatement. Les réseaux sociaux, les informations anxiogènes, les petites provocations quotidiennes. Tout est conçu pour capter notre attention. Le stoïcisme propose une alternative radicale, le tri sélectif mental. Apprenez à distinguer ce qui mérite votre énergie de ce qui ne vaut pas une seconde de votre temps précieux. L'indifférence stratégique ne signifie pas devenir insensible. C'est au contraire une forme d'intelligence émotionnelle. Vous restez conscient des événements,
mais vous choisissez délibérément de ne pas leur accorder de pouvoir sur vous. Comme un judoka qui utilise la force de l'adversaire plutôt que de s'y opposer directement. Vous laissez glisser ce qui ne sert pas votre paix intérieure. Pratiquez cet exercice simple. Quand quelque chose vous irrite, demandez-vous, est-ce que cela aura de l'importance dans un an? Si la réponse est non, c'est un parfait candidat pour l'indifférence stratégique. Vous économiserez ainsi une énergie précieuse pour ce qui compte vraiment. Vos projets, vos relations authentiques, votre développement personnel. Certains croient à tort que réagir à tout prouve leur force. En réalité, c'est souvent le signe d'une grande fragilité intérieure. Comme le disait Sénèque, la colère est une faiblesse. La véritable force réside dans cette capacité à choisir ses batailles, à rester imperturbable face aux provocations insignifiantes qui peuplent notre quotidien. L'indifférence stratégique est particulièrement précieuse face aux critiques. Apprenez à distinguer les remarques constructives qui peuvent vous aider à progresser, des simples attaques destinées à vous blesser. Les premières méritent votre attention, les secondes ne méritent que votre indifférence. Vous devenez ainsi imperméable aux tentatives de manipulation. Cette pratique stoïcienne transforme progressivement votre relation au monde. Vous cessez d'être un pantin dont on peut tirer les figes émotionnelles. Au contraire, vous devenez un roc que les vagues de la provocation quotidienne ne peuvent ébranler. Votre énergie, préservée, peut alors être investie dans ce qui a vraiment de la valeur à vos yeux. En cultivant l'indifférence stratégique, vous gagnez en liberté intérieure. Vous n'êtes plus l'esclave de chaque stimulation extérieure, de chaque tentative de provocation. Comme l'enseignait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. En changeant votre regard, vous changez votre expérience du monde. Le stoïcisme nous offre ainsi une clé précieuse pour naviguer dans un monde hyperstimulant, la maîtrise de notre attention. En pratiquant l'indifférence stratégique, vous reprenez le contrôle de votre vie intérieure. Vous cessez de gaspiller votre énergie mentale et émotionnelle pour la consacrer à ce qui construit véritablement votre épanouissement. Règle 9. Devenir un mur, pas une éponge. Imaginez deux objets face à la tempête. Une éponge qui absorbe toute l'eau et devient lourde, et un mur solide qui reste droit sans se laisser éroder. Le stoïcisme nous invite à être ce mur. Dans un monde rempli de négativité, de plaintes et d'émotions toxiques, votre force réside dans votre capacité à ne pas tout absorber. Vous n'êtes pas obligé de boire chaque poison qu'on vous tend. Quand un collègue déverse sa mauvaise humeur, quand un inconnu vous agresse verbalement, vous avez toujours le choix. Soit vous devenez comme eux, emportés par leur négativité, soit vous restez ancré dans votre calme. Comme le disait Marc Aurèle, tu peux être invincible si tu ne descends jamais dans l'arène contre ce à quoi tu n'es pas destiné. Votre paix intérieure est une forteresse. Personne ne peut y entrer sans votre permission. Certains croient qu'absorber les émotions des autres montre de l'empathie. C'est une erreur. La véritable empathie consiste à comprendre sans se noyer dans la détresse d'autrui. Un médecin ne guérit pas en tombant malade avec son patient. De même, vous ne pouvez aider personne si vous vous laissez submerger. Le stoïcisme nous enseigne cette distinction cruciale entre compassion et contamination émotionnelle. Pratiquez cette visualisation, imaginez une barrière invisible autour de vous. Les mots négatifs, les énergies toxiques viennent frapper contre cette barrière et retombent, incapables de vous atteindre. Vous les entendez, vous les reconnaissez, mais ils ne pénètrent pas votre esprit. Cette image n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Vous devenez comme un rocher dans l'océan. Les vagues frappent, mais le rocher demeure. Quand vous sentez la négativité des autres essayer de vous envahir, respirez profondément. Rappelez-vous que leurs émotions leur appartiennent, pas à vous. Vous n'êtes pas responsable de leur humeur, et vous n'êtes pas obligé de l'adopter. Comme un miroir qui reflète sans s'attacher, vous pouvez observer sans absorber. Cette distance émotionnelle est votre super-pouvoir dans un monde chaotique. Les personnes toxiques testent constamment vos limites. Si elles voient que leur plainte ou leur colère vous affecte, elles en redoubleront. Mais si vous restez imperturbable, comme un mur qui ne répond pas aux injures, elles finiront par chercher ailleurs leur audience.
Votre stabilité devient alors un filtre naturel qui éloigne ce qui ne mérite pas votre énergie. Cela ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, c'est développer une sensibilité choisie. Vous pouvez écouter un ami en détresse sans faire sienne sa détresse. Vous pouvez reconnaître l'injustice sans la laisser vous consumer. Les stoïciens appelaient cela la vertu du discernement. Savoir quand s'engager et quand se préserver. Votre force émotionnelle devient alors un cadeau, pour vous et pour les autres. Entraînez-vous chaque jour à cette résistance mentale. Quand quelqu'un se plaint inutilement, au lieu de nourrir sa plainte, recentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Quand la négativité ambiante monte, rappelez-vous que vous avez le choix de ne pas participer. Petit à petit, vous développerez cette musculature émotionnelle qui fait la différence entre survivre et vivre pleinement. Souvenez-vous, les murs les plus solides ne sont pas ceux qui réagissent à chaque attaque, mais ceux qui persistent silencieusement dans leur fonction. Votre rôle n'est pas d'absorber toutes les tempêtes du monde, mais de rester stable pour protéger ce qui compte vraiment. Vos valeurs, votre paix, votre capacité à agir avec clarté. Le reste n'est que bruit. En cultivant cette attitude, vous découvrirez une liberté extraordinaire. Vous n'êtes plus le jouet des émotions des autres, le réceptacle de chaque humeur passagère. Vous devenez l'architecte de votre état intérieur. Et c'est peut-être là le plus grand enseignement du stoïcisme. Dans un monde qui cherche constamment à vous façonner, le dernier mot vous appartient toujours. La vie ressemble parfois à une mer agitée où chacun essaie de survivre en se cramponnant à ce qu'il peut. Si vous êtes une éponge, vous absorbez tout, l'amertume des uns, les peurs des autres, jusqu'à vous sentir alourdi et impuissant. Mais si vous devenez un mur, vous offrez une stabilité, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui cherchent un appui. Le stoïcisme ne vous apprend pas à être insensible, mais à choisir ce qui mérite de vous influencer. Pensez à ces personnes qui semblent toujours entraîner les autres dans leur spirale négative. Elles parlent sans cesse de leurs problèmes, répandent des rumeurs ou se complaisent dans la critique. Si vous réagissez à chaque fois, vous devenez complice de leur chaos. En restant stable, vous leur montrez qu'il existe une autre façon d'être. Parfois, le silence et le calme sont les meilleures réponses à la toxicité. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Quand une parole blessante est lancée, elle n'a de pouvoir que si vous l'acceptez. Imaginez ces mots comme des pierres qu'on vous jette. Vous pouvez les laisser rebondir sur vous ou les ramasser pour vous en blesser. Le stoïcisme vous enseigne à laisser tomber ce qui ne sert à rien, comme on secoue la poussière de ses vêtements après un long voyage. Certains confondent fermeté et rigidité. Devenir un mur ne signifie pas être froid ou inflexible, mais savoir où poser ses limites. Un mur protège, mais il peut aussi avoir une porte pour laisser entrer ce qui est bon. La sagesse consiste à discerner ce qui mérite votre attention et ce qui doit rester dehors. Vous n'êtes pas obligé d'accueillir chaque émotion qui frappe à votre porte. Quand vous arrêtez d'absorber la négativité, quelque chose d'étonnant se produit. Vous commencez à inspirer les autres. Les gens remarquent votre calme et se demandent comment vous faites. Sans le vouloir, vous devenez un exemple de cette stabilité que beaucoup recherchent. Votre simple présence peut alors devenir un refuge pour ceux qui sont fatigués du bruit du monde. Pratiquez cet exercice. Quand une situation tendue se présente, respirez avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que cela mérite mon énergie? Si la réponse est non, laissez passer comme un nuage dans le ciel. Vous n'êtes pas obligé de commenter chaque drame, de participer à chaque conflit. En économisant votre attention, vous la réservez pour ce qui construit vraiment votre vie. Les émotions sont contagieuses, tout comme les rires ou les bâillements. Si vous fréquentez des gens toujours en colère, vous risquez de devenir comme eux. Mais si vous cultivez votre stabilité, vous pouvez, au contraire, les influencer positivement. Le stoïcisme ne vous isole pas des autres. Il vous permet de les rencontrer sans perdre votre centre. Il y a une grande puissance dans le refus de participer. Quand tout le monde s'agite, rester calme est un acte de courage. Quand les critiques fusent, choisir le silence est souvent la meilleure réponse. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui ne cherchent qu'à vous tirer vers le bas.
Votre tranquillité est votre meilleure défense. Avec le temps, vous développerez une sorte d'immunité émotionnelle. Les choses qui vous perturbaient avant auront moins de prise sur vous. Vous reconnaîtrez plus vite ce qui mérite votre attention et ce qui ne vaut pas la peine. Comme un arbre bien enraciné, vous pourrez affronter les vents forts sans craindre de tomber. En fin de compte, devenir un mur plutôt qu'une éponge change tout. Vous n'êtes plus victime des circonstances ou des humeurs des autres. Vous apprenez à naviguer dans le monde sans vous laisser submerger. Et c'est peut-être là l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. La liberté de choisir comment vivre, quelles que soient les tempêtes autour de vous. Règle 10. La liberté par la maîtrise de soi. La véritable liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. Combien de personnes physiquement libres sont en réalité prisonnières de leurs propres passions, de leurs peurs et de leurs désirs incontrôlés? Le stoïcisme nous révèle ce paradoxe puissant. C'est en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en travaillant sur ce que nous pouvons contrôler, nos jugements et nos actions, que nous devenons réellement libres. Imaginez deux prisonniers dans la même cellule. L'un se débat contre ses chaînes, s'épuise en colère contre ses geôliers, rumine son malheur. L'autre, bien qu'enchaîné, cultive sa liberté intérieure par la méditation, l'étude, le contrôle de ses pensées. Qui est vraiment libre? Épictète, qui fut esclave avant de devenir philosophe, incarnait cette vérité. Homme libre est celui à qui rien ne peut faire obstacle dans ce qu'il désire et qui ne tombe pas dans ce qu'il veut éviter. Notre société moderne nous berce d'illusions de liberté. Liberté de consommer, liberté de nous exprimer, liberté de choisir parmi 1000 options superficielles. Mais ces libertés externes ne valent rien si nous restons esclaves de nos impulsions, de nos peurs, de nos désirs insatiables. La vraie révolution stoïcienne commence quand nous réalisons que notre pire geôlier se trouve dans notre esprit et que les clés de notre libération sont entre nos mains. La maîtrise de soi ne signifie pas répression ou rigidité. Au contraire, c'est une discipline choisie qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Comme un musicien doit d'abord maîtriser les techniques de base avant de pouvoir improviser librement, nous devons discipliner nos pensées et réactions pour accéder à une authentique liberté d'être. Marc Aurèle nous rappelle « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Chaque jour nous présente des occasions de pratiquer cette liberté intérieure. Quand quelqu'un nous irrite, nous pouvons choisir notre réponse plutôt que réagir automatiquement. Face à un échec, nous pouvons décider de notre interprétation plutôt que de sombrer dans l'amertume. Confrontés à la tentation, nous pouvons exercer notre muscle du choix conscient. Ces petites victoires quotidiennes construisent progressivement une forteresse intérieure que rien ne peut ébranler. Les stoïciens comparaient l'esprit maître de lui-même à une citadelle imprenable. Aucune circonstance extérieure, aucun propos blessant, aucun revers ne peut nous atteindre si nous refusons de leur donner accès à notre fort intérieur. Cette image puissante nous invite à bâtir jour après jour cette place forte mentale où règne notre véritable liberté, quelles que soient les tempêtes du monde extérieur. Beaucoup cherchent la liberté dans l'accumulation de biens, de pouvoir ou de relations. Mais ces dépendances externes créent en réalité de nouvelles chaînes. La liberté stoïcienne, elle, se cultive par le détachement et la sobriété volontaire. Non pas par ascétisme morbide, mais par la joie profonde de découvrir qu'on a besoin de très peu pour être véritablement libre et heureux. Cette maîtrise de soi libératrice s'acquiert par un entraînement quotidien. Commencez par de petits exercices. Résister à une envie futile, garder son calme dans une file d'attente, accepter un contretemps avec philosophie. Chaque fois que vous préférez votre raison à vos impulsions, vous renforcez votre liberté fondamentale. Comme un muscle, la volonté se développe par l'exercice régulier. Au final, la plus grande des libertés est peut-être celle de choisir qui nous voulons être dans chaque circonstance. Un obstacle devient alors une opportunité, un adversaire un professeur, une épreuve une occasion de croissance. Cette alchimie intérieure est le couronnement de la sagesse stoïcienne. Comme le disait Sénèque, le destin mène celui qui accepte et tire celui qui refuse. La véritable maîtrise de soi n'est donc pas une limitation,
mais l'ultime libération. Elle nous permet de naviguer dans les tempêtes de l'existence avec la sérénité du sage, de transformer chaque expérience en leçon et de devenir enfin les auteurs conscients de notre propre destin. En ce sens, la 10e règle stoïcienne résume toutes les autres. Celui qui se conquiert lui-même conquiert le monde. La discipline quotidienne est le chemin secret vers la liberté suprême. Lorsque nous imposons volontairement des règles à notre esprit et à notre corps, nous créons un espace intérieur inviolable où nul ne peut nous asservir. Les stoïciens comparaient cette pratique à la culture d'un jardin. Il faut d'abord désherber, arracher les mauvaises herbes des pensées parasites, avant de pouvoir cultiver les fleurs de la sagesse. Ce travail patient et régulier finit par porter ses fruits sous forme d'une sérénité inébranlable. Notre époque confond souvent liberté et absence de contraintes. Pourtant, observez un pianiste virtuose. Sa liberté d'expression repose sur des années d'exercice rigoureux. De même, notre liberté intérieure s'enracine dans la pratique constante du contrôle de nos réactions. Épictète, l'esclave devenu maître philosophe, insistait « Aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se contrôler ». Cette maîtrise n'est pas donnée. Elle se conquiert minute après minute, choix après choix. Les obstacles de la vie deviennent alors nos meilleurs entraîneurs. Chaque frustration, chaque déception, chaque provocation est une occasion de renforcer notre liberté intérieure. Imaginez chaque épreuve comme un gymnase où exercez votre maîtrise de vous-même. Le patron irritable, les embouteillages, les déceptions amoureuses, tous deviennent des haltères mentaux pour muscler votre volonté. C'est ainsi que les stoïciens transformaient les pires situations en opportunités de croissance. La maîtrise des désirs est particulièrement libératrice. Dans un monde qui nous pousse à toujours vouloir plus, la capacité à se contenter de ce que l'on a est une révolution silencieuse. Sénèque conseillait de pratiquer régulièrement la frugalité volontaire, porter des vêtements simples, manger sobrement, se passer de confort superflu. Non par austérité, mais pour savourer la joie profonde de ne plus être l'esclave de ses envies. Cette sobriété choisie est une déclaration d'indépendance. Le contrôle de nos paroles est un autre pilier de cette liberté. Combien de regrets naissent de mots prononcés sous le coup de l'émotion? Les stoïciens pratiquaient l'art du silence stratégique. Non pas se taire par timidité, mais choisir avec soin le moment et la manière de s'exprimer. Avant de parler, ils se demandaient « Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant ?» Ce simple filtre préserve notre paix intérieure et notre influence sur les autres. Nos pensées sont le dernier bastion de notre liberté absolue. Même en prison, même dans la maladie, personne ne peut nous contraindre à penser contre notre gré. Marc Aurèle, empereur accablé de responsabilités, écrivait « Les choses ne touchent pas notre âme. Elles n'ont pas d'accès à notre âme. C'est notre jugement seul qui leur donne ce pouvoir. » Cette réalisation change tout. Nous devenons les gardiens invincibles de notre citadelle intérieure. La pratique du journal intime, cher aux stoïciens, est un outil puissant pour cette maîtrise de soi. En couchant nos pensées sur le papier chaque soir, nous prenons du recul sur nos réactions, identifions nos schémas répétitifs et pouvons progressivement les remodeler. Ce dialogue avec soi-même est un laboratoire où nous expérimentons notre liberté fondamentale, celle de choisir qui nous voulons être demain. Les habitudes sont les architectes silencieux de notre liberté ou de notre esclavage. Une routine matinale consciente, méditation, lecture inspirante, exercice physique, installe les fondations d'une journée maîtrisée. Les stoïciens recommandaient de commencer chaque jour en se rappelant « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, trompeurs. Mais moi, je choisis de rester fidèle à mes principes. » Cette préparation mentale crée un espace de liberté dans le flux des événements. Le paradoxe ultime est que cette maîtrise de soi conduit non pas à la rigidité, mais à une flexibilité supérieure. Comme un arbre solide dont les racines profondes permettent aux branches de danser dans le vent, notre noyau intérieur ferme nous donne une extraordinaire adaptabilité face aux circonstances. Nous pouvons alors accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons changer, avoir le courage de changer ce que nous pouvons, et développer la sagesse d'en connaître la différence, selon la célèbre prière stoïcienne.
En définitive, la liberté par la maîtrise de soi est le plus précieux des pouvoirs. Elle nous rend invincibles car elle place notre bonheur hors de portée des caprices du destin. Peu importe les tempêtes extérieures, nous conservons toujours la liberté ultime. Choisir notre attitude, donner du sens à nos épreuves et transformer chaque expérience en marche vers notre meilleur nous-mêmes. C'est ce que les stoïciens nommaient l'art de vivre, la seule vraie richesse qui vaille la peine d'être poursuivie.